Je pense oui. Oui, donc bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette dernière table ronde que nous avons intitulée Quels enjeux pour demain ? Donc moi je suis Marion Gunn-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction et j'ai la chance d'avoir un beau panel autour de moi. Donc Brigitte Lizaud qui est députée du Nord, Jean-Luc Romero-Michel qui est adjoint à la maire de Paris, alors en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. C'est bien ça ? Très bien. Laurent Passalacqua, administrateur chez AIDE et référent sur les questions d'addiction. Et Muriel Grégoire, qui est psychiatre addictologue, responsable du XAPA, la Villa Floréal à Aix-en-Provence et référente chemsex à la Fédération Addiction. Donc ce soir, on va, dans cette table ronde, essayer de réfléchir aux enjeux, aux défis, aux solutions aussi qu'on peut proposer pour les années à venir au vu de nos différentes expériences, expertises, places, rôles et points de vue. Donc, je vais commencer par poser une première question à toi, Muriel. Donc, tu accompagnes des chemsexeurs depuis un certain temps déjà. Tu es site pilote ARPA, tu es voilà, référente sur la question, je l'ai dit. Puis surtout, tu es clinicienne. Et si on parle du point de vue clinique et des pratiques cliniques, des pratiques professionnelles, une question qui peut paraître simple, mais dont la réponse sera certainement complexe. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon toi, pour améliorer les pratiques pro et l'accompagnement des personnes concernées ? Oui, donc il y aurait pas mal de choses. Alors déjà, effectivement, assez basiquement, on en a déjà parlé un peu toute la journée, et je pense que le début de la journée parlait aussi de ça, c'est la question de l'information des professionnels. Enfin, d'abord, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à déconstruire au niveau des croyances et des représentations. Mais j'ai envie de dire, alors là, on va parler du côté des pros. Donc ça serait d'informer, de former. Alors c'est que tout le monde ne peut pas se former, passer 2-3 jours à se former. Mais il y a aussi des sensibilisations qui peuvent être faites et qui sont déjà faites, notamment dans les services addictos, les services aussi infectieux, effectivement, aussi au niveau communautaire, plutôt du côté de l'addicto. Alors on voit qu'il y a aussi des exemples qui existent déjà, parce que ça fait, donc je crois que la première personne concernée que j'ai reçue, ça devait être en 2011 à Marmottan, donc ça fait déjà un petit bout. Et il y a quand même, on a entendu aussi ce matin, et puis tout à l'heure, des personnes qui travaillent sur ces questions depuis longtemps. On voit notamment Alexandre Aslan qui est dans un service infectieux, ils ont mis en place de l'addicto dans leur service infectieux, par exemple. Dans les services addicto, c'est de former les gens plus à la sexualité pour pouvoir en parler et pour pouvoir le traiter aussi sur place, si possible. Il y a aussi dans les associations communautaires, et ça on voit dans les différents spots, notamment à Montpellier, Marseille, à Paris et dans d'autres, qu'on peut aussi amener des sexologues, on peut amener des psychologues, des addictologues. Ça permet cette acculturation, comme on disait, et de proposer au même endroit des... alors, je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais parler, on a fait un exemple assez... dans notre truc, ça passe, c'est vrai qu'on a pris un éducateur communautaire, et c'est vrai qu'on voit bien la fluidité. J'étais un peu toute seule au départ, après tout, ça fluidifie vraiment le parcours, et ça rassure aussi alors moi je les appelle les patients, les usagers, ça dépend à quel moment aussi on les rencontre. Et cette question de la sexualité aussi, c'est de pouvoir l'engager et la discuter aussi avec les autres patients. J'en ai parlé ce matin, mais parce que ça déstigmatise aussi cette question alors il y a le chemsex, ok, on sait, mais ça permet aussi de traiter cette question un peu autrement et avec d'autres personnes. Et évidemment la question un peu des moyens. ARPA, c'est un bon début, c'est des bonnes choses, mais c'est vrai que ça mobilise quand même pas mal de personnes et de moyens. Alors, je pensais à la coordination, mais enfin, je pense plutôt que ceux qui peuvent coordonner, c'est aussi ceux qui font, en fait, ceux qui sont sur le terrain et qui vont coordonner. Pour ça, il faut un peu de temps, donc un peu d'argent. Voilà pour... Oui, tout à fait. Et c'est la question des moyens qui fait partie de nos plaidoyers à toutes et tous constamment. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la souffrance réelle d'un nombre important de personnes, mais pour citer notre collègue Pierre Chapard de Psychoactif qui nous évoque souvent en alerte et du point de vue de l'autosupport le biais du clinicien qui fait qu'on ne verrait que les situations de souffrance.
Toi, Muriel, qu'est-ce que tu penses de tout ça, en fait? Est-ce que tu as vu des gens qui vont bien? Est-ce que tu vois des gens qui vont un peu bien, mais pas bien, et qui forcément iront mal? Est-ce que tu ne vois que des gens qui vont mal? Enfin, c'est quoi ton analyse, en fait? Alors, je vois majoritairement, évidemment, des gens qui vont plutôt assez mal, qui ont une certaine souffrance, puisqu'ils viennent, parce que je vois que ça part. Au spot, il y a quand même un peu un autre biais, puisque là, il y a des gens qui ne sont pas forcément en souffrance, ils viennent pour des dépistages, ils viennent... Et donc là, effectivement, c'est les intervenants communautaires, comme Moussa qui était là ce matin, qui disent, tiens, il serait peut-être intéressant, mais juste de faire une consultation pour faire plus de la prévention, de la réduction des risques, qui va être faite ailleurs, mais en tout cas, ou de savoir un peu où on en est. Donc, et puis, bon, moi, j'ai des amis aussi dans le milieu, donc je vois aussi certains qui peuvent pratiquer de manière très occasionnelle et qui n'ont pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que, par contre, j'entendais aussi parler de la solitude. C'est vrai qu'il faut comprendre les facteurs. Bon, là, je ne vais pas développer les facteurs ici, mais les facteurs qui peuvent amener, en tout cas, à l'addiction à la pratique du chemsex, et notamment la solitude. J'en parlerai tout à l'heure aussi de l'homophobie, mais comme c'est la dernière question, sur la solitude, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent abordé, qui est souvent amené. Donc j'ai posé cette question à des usagers, enfin des patients que je voyais. Donc toi, qu'est-ce que pour toi ça serait, qu'est-ce qu'il faudrait, même pour ceux qui vont bien? Ben, c'est des lieux de convivialité, on en parlait. C'est des assos. Moi, je sais que j'ai des anciens patients qui vont très bien aujourd'hui, qui ont créé des associations sportives notamment, gay friendly, des lieux. Il y a un centre LGBT à Marseille qui a été, ça fait 1 an maintenant, je crois qu'on a fait une inauguration il y a à peu près 1 an. Et franchement, ce sont des lieux qui sont vraiment super dans le sens où il y a une proposition de soins, mais c'est tel jour, c'est de l'aller vers, et sinon c'est un bar qui est ouvert, c'est des soirées, ça va être des expos. Donc voilà, il faut imaginer, mais effectivement c'est à l'appel plus du communautaire aussi, hein, qui doit se mettre aussi là-dedans. Je pense que pour les gens qui vont bien, c'est vrai que si, effectivement, et on voit que ceux qui vont bien, c'est ceux qui ont souvent de la famille qui est quand même autour, des amis qui ont un réseau autour d'eux qui est quand même assez conséquent. Et c'est aussi un fil rouge de cette journée. Mais quand on s'est parlé toutes les deux pour préparer cette table ronde, on avait parlé également de stigmatisation, d'homophobie, de souffrance, de questions de VIH qui sont toujours importantes. C'est quoi pour toi les enjeux sur ces questions? Et est-ce que tu aurais des idées de solutions pour nous éclairer? C'est vrai que dès les premières fois où j'ai reçu des gens qui pratiquaient, on disait des slameurs, mais du slam, parce que c'était à 11 ans, c'était quand même principalement des gens qui injectaient, qu'on voyait en tout cas avec Sapa. Moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le vécu d'homophobie. Le vécu d'homophobie, mais dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire, à l'enfance pour certains, et surtout à l'adolescence, à l'école, dans les familles, mais aussi des fois dans certains emplois, évidemment. Et ce vécu, alors cette homophobie qui va être internalisée. Donc parfois, on a des gens qui, on sait tous, hein, leurs familles ne savent pas qu'ils sont homosexuels. La question, bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais en tout cas, moi, ça, c'est un enjeu vraiment majeur de souffrance. D'autres l'ont dit avant. La question de la sérophobie aussi. Alors c'est vrai qu'encore une fois, les premiers qu'on voyait étaient tous séropositifs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais cette question, elle est quand même importante. On parle peu du VIH. Moi, j'ai une fille qui est ado. Je ne sais pas si on lui en a parlé une fois à l'école. Et franchement, le fait de ne pas en parler, c'est comme si ça n'existait pas. Donc si quelqu'un un jour n'apprend que le VIH, mais qu'est-ce que c'est? Donc je pense qu'il y a vraiment cette question. Ça, c'est plutôt un portage, à mon avis, politique, communautaire aussi, mais aussi à nous tous, quand même, de pouvoir en parler facilement. Moi, je vois donc ça, c'est 2 choses importantes. Et donc, à mon avis, oui, au niveau politique, c'est des choses qui peuvent être, ça peut être des campagnes, ça peut être la façon dont on en parle. Mais bon, évidemment, on a aujourd'hui quelques politiques qui ne sont pas trop dans cette mouvance-là. Et ces propos-là, ça accentue évidemment ces souffrances et ces maltraitances. Et aussi la question, alors on ne dit plus toxicophobie, mais bon, je pourrais l'employer. Et encore une fois, on a eu des propos qui sont très, très violents là-dessus. Et effectivement, quand on parle comme ça, des gens qui utilisent les produits, qui consomment, ils ne vont pas avoir envie de se faire soigner, ils vont se sentir encore plus mal. Donc ceux qui font ça de manière occasionnelle, ils vont être moins touchés par ça, évidemment, mais ceux qui sont en difficulté, puis je voudrais juste rappeler, moi quand j'entends ça, des fois j'ai envie de prendre le micro, quand j'entends des fois la radio des gens, et leur rappeler que s'il y a des gens qui ont des addictions, c'est qu'en général, ils ont une souffrance, on ne vient pas addict comme ça, et donc dont celle-ci, par exemple, et on a parlé des violences sexuelles, évidemment, ça c'est des choses, il y a les violences sexuelles qui se passent dans certaines partouzes, mais il y a celles surtout qu'ils ont vécues avant, dans leur passé, on parlait du psychotrauma.
Et puis n'oublions pas, là je rejoins un petit peu sur la question de l'offre des produits. C'est vrai qu'on a des produits qui sont particulièrement accessibles et qui sont particulièrement puissants. C'est vrai que la question du G, moi je la trouve inquiétante. En plus c'est vrai qu'elle se diffuse dans d'autres milieux. Alors ils ne vont pas forcément faire du chemsex avec, mais en tout cas, et nous aussi effectivement on a eu des décès, et pas que de chemsexeurs. Et c'est vrai que voilà, ça c'est des... Voilà, en tout cas une addiction elle n'arrive pas comme ça toute seule. Voilà. Et il y a une souffrance, encore une fois, qui peut être personnelle, mais qui est aussi liée à notre société. Voilà. Merci pour ce rappel. Et tu as insisté sur la nécessité du portage politique. C'est vrai qu'on a au niveau des personnes qui œuvrent en politique aujourd'hui des propos qui sont tenus, qui sont particulièrement préoccupants, inquiétants. On en a parlé toute la journée. Je n'y reviens pas, mais voilà, qui stigmatisent les personnes avec souvent une double stigmatisation pour le sujet qui nous concerne. Et on le sait, la stigmatisation tue. Mais on a aussi la chance d'avoir des politiques qui nous soutiennent, qui se bougent, pardonnez-moi l'expression, et qui avancent pour faire changer les choses dans un sens positif. Donc, Madame la députée, Madame Lizaud, vous avez déposé à l'Assemblée nationale en 2023, le 13 novembre précisément, une proposition de résolution qui s'intitulait « Pour une stratégie nationale de prévention sur le chemsex ». Déjà, merci beaucoup. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, en fait, pourquoi vous avez déposé ce projet de résolution? Qu'est-ce qui vous a motivé? Écoutez, je crois que le chemsex est venu à moi. C'était il y a maintenant 4 ans à Lille, à l'occasion de la Marche des Fiertés. Il y avait un monsieur qui devait avoir 50, 60 ans, qui était assez abattu avec un vieux carton et qui disait les jeunes meurent du chemsex. Et moi, c'était la première fois que j'entendais parler de chemsex. Je ne savais pas ce dont il s'agissait. Je l'ai revu une autre fois et puis je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose. J'en ai parlé à quelques journalistes et ils disent, bah, écoute, on creuse, mais on ne connaît pas bien. Et évidemment, à force de se renseigner, on a les réponses. Et les réponses étaient, c'est effectivement... Une façon d'appréhender la sexualité, mais avec des produits. Alors c'est dans un premier temps assez volontaire, assez proactif, et puis très vite on s'aperçoit qu'il y a une addiction très rapide, et puis d'acteur, on devient victime. Et rien n'était fait, donc je me suis renseignée. Il y avait bien un rapport du professeur Banyamina, mais qui n'a pas été suivi des faits. Alors la politique a ses travers que vous connaissez tous, et j'ai voulu vraiment un peu secouer le cocotier. Donc j'en suis à mon sixième ministre de la Santé que je serine avec le chemsex. Alors l'accueil est plus ou moins bon, mais en tout cas je pensais être arrivée au bout du chemin, puisqu'effectivement j'ai déposé donc cette PPR au mois de novembre et elle devait être débattue le 19 juin 2023. Donc il y a eu un événement improbable le 9 juin et ça a bousculé tout ça. Donc de façon un peu moins drôle, donc j'ai repris mon bâton de pèlerin et je redépose cette PPR. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai encore plus de députés qui co-signent, et même alors que les signatures sont closes, j'en ai d'autres qui viennent s'ajouter. Donc leur nom ne sera peut-être pas sur le document, mais en tout cas, si vous allez sur le site de l'Assemblée, la PPR est déposée, et à chaque fois qu'un député s'engage dans ce sens, évidemment, je l'accueille avec grand plaisir. Super. Et donc, bon, là, vous avez commencé à évoquer un peu la question de vos collègues parlementaires. Et qu'est-ce que vous attendiez d'eux quand vous êtes lancé quand même dans ce travail qui j'imagine, au départ, était un petit peu solitaire et nécessitait du courage? J'ai aussi pris la responsabilité du groupe d'études SIDA-VIH à l'Assemblée. Donc ça, c'était en 2022. Donc très vite, je suis allée rencontrer Jean-Luc Romero-Michel et nous avons échangé. On s'est très vite trouvé sur ces sujets-là, et effectivement, il m'a donné des pistes. Il m'a dit ce qu'on attendait d'un groupe d'études comme celui-là. Donc, un groupe d'études, c'est un groupe
qui réunit des députés de façon transpartisane, c'est-à-dire que dans un groupe d'études, l'Assemblée est la représentation politique est la même que dans l'hémicycle. Donc c'était intéressant aussi de pouvoir échanger. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai reçu beaucoup d'entre vous en audition dans ce groupe. Et auprès de mes collègues, eh bien, c'est aussi une sensibilisation, mais au-delà de mes collègues députés, c'est une sensibilisation grand public. Parce que le chemsex, c'est vrai que c'était probablement au début dans la sphère homosexuelle, mais on voit maintenant que ça s'étend et que ce sujet devient un phénomène de société. Vous avez sans doute vu que j'ai un de mes collègues qui s'est retiré momentanément de la vie politique à cause de ça. Moi, j'ai envie que les gens sachent de quoi on parle quand on parle de chemsex. J'ai envie que les gens sachent qu'il y a plus de victimes que d'acteurs dans le chemsex, que très vite... Vous en parliez, madame, tout à l'heure, la solitude, le repli sur soi, les difficultés d'aller vers l'autre. Et moi, c'est ça que j'ai envie de changer. Et si, durant ces mandats, j'arrive à ça, je n'aurais pas perdu mon temps. On a parlé donc de vos actions en tant que député, de vos attentes auprès des parlementaires, auprès de la société en général. Petite dernière question, et qu'est-ce que vous attendez de nous, en fait, associations communautaires ou non communautaires? Comment on pourrait vous aider? Alors, j'ai juste omis quelque chose qui est quand même d'importance, c'est qu'avant-hier, j'ai réussi à faire passer un amendement dans le projet de loi de finances qui donc octroie 300 000 euros. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais c'est la première fois que ça arrive. Donc, c'est les 300 premiers 000 euros pour la prévention, justement, et pour la prévention auprès des jeunes. Donc, ça, j'en suis vraiment très satisfaite. Et ce que j'attends de vous, des associations, eh bien, c'est justement de savoir ce qui se passe véritablement sur le terrain, que les choses me reviennent, qu'on me dise attention, là, c'est attention les jeunes, attention les difficultés de trouver un médecin, attention, c'est de ça dont j'ai besoin et c'est ce que j'attends et c'est ce que je reçois. Eh bien, on continuera à travailler en ce sens. Donc, Jean-Luc Romero-Michel, bon, on ne vous présente plus, on sait que vous êtes très engagé sur cette question. Si on prend l'exemple de Paris, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous intervenez en fait en tant qu'élu pour faire en sorte que des actions soient mises en place à Paris et qu'on fasse des choses positives? Alors, bonjour à toutes et à tous, et encore merci d'avoir organisé cette journée importante dans un lieu ô combien symbolique. J'espère que la ministre de la Santé nous entend et ses conseillers aussi. Je pense que ce serait important. En tout cas, on est dans ces lieux. Nous, on est parti du constat que, malheureusement, et Brigitte le rappelait tout à l'heure, les ministres successifs, et il y en a eu beaucoup d'autres en plus depuis, qu'on a tous vus les uns et les autres, qui nous écoutaient extrêmement gentiment, n'avançaient pas sur la question, même si aujourd'hui, on a quand même tous un peu d'espoir que la proposition de résolution de Brigitte passe dans les jours qui viennent et que la précédente ministre de la Santé, Vautrin, qu'on avait vu les uns et les autres, était prête à la soutenir. On va voir si Madame Darrieussecq est sur la même longueur d'onde, et je crois que c'est quand même important, parce que moi, c'est vrai qu'à Élus locaux contre le sida, on a toujours dit le sida se soigne aussi par la politique, mais le chemsex se soigne aussi par la politique. Très clairement, même si le mot soigner peut être parfois inadéquat. Donc nous, face à l'inertie, voilà, face en plus ces dernières années au rapport Beniamina qui était quand même remarquable avec beaucoup d'entre vous sur la Fédération Addiction, Aide, Fred qui est au premier rang et qui a beaucoup contribué à ce rapport, que ce rapport quand même extrêmement bien fait, important, attendu par les associations, soit dans un tiroir. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait nous on attend, puisque c'est vrai que c'est l'État qui devrait faire son job. Et dans la dernière campagne électorale, Anne Hidalgo a souhaité mettre dans son programme que la ville s'engagerait sur la question du chemsex.
Alors comment s'engager? Parce que c'est pas simple hein, pour une collectivité. La première des choses qu'on a fait, c'était d'abord d'avoir un vœu politique. Il était important que les élus s'engagent. Et on a eu, ce qui n'est pas toujours le cas à la mairie de Paris, un vœu qui a été adopté unanimement, voilà, j'allais dire anonymement. Ça se révélait peut-être révélateur de quelque chose qui a été, en tout cas, voté par tous les bancs, qui nous obligeait à nous engager sur la question. Donc c'était la première chose, juste après l'élection municipale, et c'est vrai que c'était important politiquement qu'on parle du chemsex. Ça a été l'occasion d'ailleurs, dans les commissions et tout ça, d'expliquer à la plupart des élus qui ne savaient absolument pas de quoi on parlait quand même. D'ailleurs, certains encore ne savent pas, ils ont voté, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont voté. Mais bon, ça, ça arrive assez régulièrement. Une assemblée dans laquelle on a été concernés hein, aussi, puisqu'on a eu, nous aussi, notre propre affaire, hein, puisqu'on a eu un de nos élus qui s'est retrouvé dans une affaire chemsex, comme quoi, quand on donne beaucoup de leçons, et moi, je n'ai jamais attaqué cet élu-là, mais c'était quand même un des élus, il faut le savoir, qui était le plus hard sur les questions de réduction des risques et qui, quelques jours avant, venait encore attaquer la salle de consommation à moindre risque, comme quoi il faut parfois être un peu prudent dans ce qu'on dit et puis essayer d'être logique entre ce qu'on fait, ce qu'on vit et ce qu'on est. Je l'entendais tout à l'heure en disant qu'il y a peu d'élus qui parlent de leur expérience, etc. Oui, et c'est surtout que quand on fait le contraire de ce qu'on dit, c'est quand même regrettable. Donc à partir de ce moment-là, on a décidé de créer un espèce de comité stratégique en invitant évidemment toutes les associations, les professionnels de santé, les personnes concernées qu'ils souhaitaient. On a essayé, mais pour l'instant on n'a pas réussi, d'avoir la préfecture de police. On a l'éducation nationale et mais elle a mis du temps à venir, mais elle est là, donc il faut la remercier, l'ARS, qui est arrivée seulement, je parle sous le contrôle de Fred, qui a été très actif, notamment dans les groupes de travail, qui a été là. Donc, on a ce comité stratégique qui se réunit désormais tous les ans, qui a créé des groupes de travail qui ont travaillé notamment sur la communication et notamment sur, je l'avais là, cette première campagne, chemsex, où en parler, qui évidemment continue, qu'on démultiplie et qui est importante parce qu'elle renvoie évidemment avec un QR code sur le site de la mairie. Et le site de la mairie a évidemment une page consacrée au chemsex et avec surtout ce travail qui a été fait collectif. Et je remercie les associations, les fédérations, toutes celles et tous ceux qui ont beaucoup bossé là-dessus, une carte interactive qui permet aux usagers, si vous avez besoin de tester votre produit, c'est, je crois, le mardi au Spot, c'est le jeudi, place de la République, etc. Ils ont l'information et on sait que c'est important. Je rappelle que beaucoup de ces produits, on ne sait pas ce qu'on reçoit réellement, d'où l'importance de pouvoir avoir des endroits où on puisse les tester. Et merci à TestOnProd et à tous ceux qui travaillent sur cette question pour avoir le matériel de réduction des risques. Je rappelle que beaucoup de ceux qui slament n'ont pas la même culture qu'avaient les héroïnomanes qu'on avait dans les années 70, 80, etc. Ils ont besoin en plus qu'on leur explique comment s'injecter. Je sais que de plus en plus de structures aujourd'hui ont des bras qui permettent de leur expliquer. C'est aussi important parce que c'est peut-être pas non plus la peine d'attraper des abcès, d'avoir un certain nombre de problèmes. Les endroits évidemment pour ceux qui souhaitent entrer dans le soin, ceux qui souhaitent aller dans des groupes de parole. Enfin bref, une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Et je crois que c'était notre rôle de le faire. On organise aussi nous-mêmes nos propres journées thématiques, puisqu'il y en a une chaque année, désormais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On distribue des rouleaux à paille. Et puis, on essaye et c'est là-dessus où pour l'instant le travail n'a vraiment pas avancé, de faire avancer la préfecture de police, notamment sur une simple question. Vous savez, à Paris, on a quand même un statut particulier, c'est-à-dire que quand vous appelez les secours, 95% des cas, ce sont les pompiers qui viennent. Les pompiers, ce sont des militaires. Quand j'étais avec Anne Souéris, qui était adjointe à la santé avec moi avant, et au début, maintenant, c'est avec Anne Souéris, nous avons reçu les pompiers. Ils nous ont dit oui. Quand on arrive dans une soirée chemsex,
il y a de la drogue, donc nous on est militaires, on appelle la police. Alors ils ont démenti après quand Mediapart avait fait une enquête, mais Ed, vous avez tout de suite rappelé que évidemment que ça se passait comme ça, et on le sait. Et on sait que c'est un des vrais problèmes à Paris, et nous on a la solution, on a tous la solution. Les Anglais ont été, comme toujours, beaucoup plus pragmatiques que nous ne le sommes. Vous savez qu'à Londres, il y a une convention entre les secours et la police, c'est-à-dire que quand les secours arrivent, s'ils estiment qu'il y a un danger pour eux, alors c'est un danger physique, hein, pas un danger parce qu'il y a de la drogue là, ils sont là pour soigner, bon, là ils doivent appeler la police, c'est normal. Ou s'ils estiment qu'il y a un danger aussi physique, etc., pour les personnes. Sinon, si c'est évidemment que des problèmes sanitaires, ils n'ont pas appelé la police, ils sont là d'ailleurs pour s'en occuper, ils s'occupent des personnes dont il faut s'occuper, et puis point barre. Et on voit bien qu'à Londres, les gens ont beaucoup moins d'hésitation à appeler. Donc ça, c'est un de nos défis qu'on s'est donné. Donc voilà ce qu'on fait à notre niveau, je dirais... Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, c'est ça? Alors oui, merci beaucoup. Juste pour revenir, parce que c'est super important ce que vous avez dit sur la question on en a parlé ce matin, appeler les secours, avoir peur de le faire, laisser son copain mourir. Enfin voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Puis j'en profite... puisqu'on a une députée avec nous, et puis je sais qu'il y a des députés et des sénateurs qui ont envoyé leurs collaborateurs ou collaboratrices, et je les remercie, mais voilà, la Fédération Addiction, puis en lien avec les collègues d'autres associations ou fédérations, on propose régulièrement nos amendements dont les députés se saisissent ou pas, et chaque année, on propose l'amendement qui reprend, alors l'expression est un peu vieille école, mais qui correspond un petit peu à ce que vous avez dit, mais d'une autre manière. Donc, l'action, la procédure du bon samaritain, comme on dit au Canada, qui permet de ne pas avoir de risque quand on appelle les secours, quand son copain, sa copine, enfin la personne qui est à côté de soi fait une overdose ou est à risque. Donc c'est vraiment des sujets importants et qui sont éminemment politiques. Puisqu'on parle de politique, et j'aimerais bien qu'on reparle un peu de discours. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais la situation actuelle, je suis désolée, c'est paradoxal parce que c'est quand même très déprimant, et j'ai cette magnifique photo de Laurent en face de moi, donc j'ai quand même beaucoup de mal à garder mon sérieux. Je suis très heureuse qu'il n'y en ait pas pour moi, parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Après, la photo de Muriel à Goa en 1996 est pas mal aussi. Donc, je vois que les élus ont été épargnés. Ouf. Et donc, j'ai du mal parce que... Parce qu'on les a en face. Donc, mais bref, sur les discours donc répressifs, stigmatisants, les horreurs qu'on entend. Et puis, c'était déjà avant avec l'ancien ministre de l'Intérieur. Là, c'est vraiment, c'est chaque jour. Et on se dit, ah ben là, ça pouvait pas être pire. Ben si, en fait, c'est encore pire. Là, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand voilà, il faut culpabiliser les consommateurs. Et en fait, c'est jamais allé aussi loin. Et c'est encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. On l'a dit aussi, on ne parle jamais de santé publique, on parle toujours de répression. Un monodiscours en fait de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est politique pour contrer ce monodiscours et pour enfin parler de santé publique? Alors ça, je vais répondre parce que c'est un de nos combats, notamment élus contre le sida depuis très longtemps. Ce que je voudrais quand même dire pour terminer sur la question du chemsex, on a lancé un appel au gouvernement, un manifeste qui a été signé par une centaine de personnalités, dont une quarantaine de parlementaires qui sont évidemment les mêmes qui soutiennent Brigitte. Je reconnais que la pétition qu'on a lancée sur Change.org ne marche pas vraiment, on ne peut pas dire que ça suscite un intérêt. Ici, vous avez des cartes qui vous ont été laissées avec des codes barres. N'hésitez pas à signer, à le faire signer, les professionnels de santé, à vous engager, parce que je crois que c'est quand même important, et de montrer, c'est pour ça qu'on continue à chercher à avoir des personnalités. Cette question, elle est essentielle parce que dans quelques jours, malheureusement, on va se retrouver dans une situation très compliquée puisqu'il va y avoir le procès Palmade.
Et ce procès Palmade, on sait ce qui va se passer sur les chaînes. Avec Fred, on a fait, et plusieurs d'entre vous en ont fait, Muriel, je sais, en a fait beaucoup aussi, des plateaux dans lesquels il était très difficile de pouvoir intervenir. Je l'ai vu encore sur l'affaire de ton collègue parlementaire, où moi j'ai refusé la plupart des médias. J'ai fini par en accepter un parce que le journaliste est un copain, sauf que j'ai pas eu de chance, mon taxi n'est jamais arrivé, et donc je l'ai fait à distance, et c'était compliqué. Et la seule question qui m'était posée, est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'il doit démissionner? Je dis, mais attendez, moi je suis pas là pour parler de ça, je vous ai dit que je ne voulais pas parler de ça. Et c'est très compliqué. Et je ne sais pas, il va vraiment falloir, il y avait les médias qui étaient là pour le dire, qu'on soit quand même très bien organisé, parce qu'on ne peut plus avoir à la fois cette avalanche de contre-vérités qui sont dites à longueur de temps, et puis ces amalgames homophobes qui sont inacceptables. Et donc sur ce discours-là, c'est vrai que c'est très compliqué. On est aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, dans un discours sur les addictions qui est complètement déconnecté des réalités. D'abord des politiques répressives qui n'ont jamais fonctionné. Nous sommes un des pays où ça se passe le plus mal, et qui est frappant. L'affaire Palmade, qui intervient? C'était M. Braun, le ministre de la Santé. Eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur qui vient nous expliquer qu'il faut augmenter les peines pour ceux qui conduisent sous forme, etc., nous inventant en plus des choses qui existent déjà dans la loi. Pas le ministre de la Santé, nous ne l'avons pas entendu. L'affaire Dandy, il y a quelques jours. Est-ce qu'on a entendu qui? Le ministre de l'Intérieur qui nous dit qu'il doit démissionner. Qu'il n'avait pas dit ça, par contre, à son copain du même parti, de LR, au Conseil de Paris. Et tant mieux qu'il ne l'ait pas fait, parce que je suis contre ce genre de demande. Mais comme par hasard, voilà, ni au sénateur, et en plus. Où était Geneviève Darrieussecq? Où est-elle? Parce que je suis désolé, ce jour-là, on a besoin d'une parole de santé publique. Il ne peut pas y avoir une politique de cette manière-là qui ne repose pas sur ses deux jambes. Bien sûr qu'il faut condamner les trafics et poursuivre les trafiquants, mais il faut une politique de santé publique. Celle-ci n'existe pas. Et bien sûr qu'il faudra un jour, je sais que c'est compliqué. Moi, je suis depuis longtemps pour la légalisation des drogues et je m'inspire, même s'ils n'ont que dépénalisé, du modèle portugais dont on parle jamais, enfin pas vous, hein, mais dont dans notre pays, dans le débat politique, personne ne parle alors qu'il est un des meilleurs systèmes aujourd'hui en Europe, à tel point d'ailleurs que quand vous voyez les professionnels, quand vous voyez même les politiques là-bas, ils vous disent on réfléchit quand même à passer de la dépénalisation à la légalisation. Donc il va falloir quand même un jour, sauf que ce débat-là, c'est le plus gros tabou que nous ayons dans la politique en France. On est incapable de travailler là-dessus, mais il faudra bien sûr porter ce débat-là, parce que je le dis, même sur la question du chemsex, on le voit bien, la pénalisation, mais elle est à la fois contre-productive sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur les personnes qui n'osent pas appeler les secours. J'en étais moi-même particulièrement concerné, puisque mon mari en est mort parce que la personne qui était avec lui n'a pas appelé les secours. C'est quand même terrible d'en arriver là, d'avoir peur à ce point-là et de laisser mourir quelqu'un. Donc cette question-là est là. Et puis ces produits, vous l'avez dit toute la journée, je l'ai entendu plusieurs fois aussi tout à l'heure, la plupart des gens les reçoivent chez eux. On ne va pas mettre un policier derrière chaque enveloppe ou chaque colis qui arrive. Donc on voit qu'aujourd'hui, cette politique, elle ne peut plus fonctionner. Non seulement elle ne fonctionne plus, mais elle est contre-productive et elle conduit à la mort. Et en tout cas, si on ne peut pas encore, et nous, il faut se battre là-dessus, il faut toujours être idéaliste pour avoir un vrai débat sur les addictions dans notre pays, on doit en tout cas se battre aujourd'hui pour que le ministère de la Santé, et on le dit dans un endroit qui est particulièrement concerné, s'occupe enfin de ce qu'il regarde, c'est-à-dire de la santé publique, c'est-à-dire de l'information, c'est-à-dire de la prévention. Et la question des addictions, c'est d'abord son boulot, ce n'est pas celui du ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Et en effet, on se rejoint sur cette question, comme l'ont témoigné les réactions de la salle. Laurent, bonjour. Merci d'être là également. Pour t'embêter, je vais changer l'ordre des questions. Et surtout, pas pour t'embêter, mais pour faire le lien avec les propos de Jean-Luc Romero-Michel. Je voudrais qu'on revienne sur les questions de stigmatisation et les questions de discours, et notamment de double stigmate. Voilà, tu es pédé, tu es drogué. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, nous,
J'ai pas dit toi, hein. Ah, j'ai cru que tu parlais de moi. Non, Tu parles d'un scoop. non, quand même. Non. Alors que pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je me fais outer par une femme. Bon, d'accord. Non, mais non. Mais c'est... oui, il est absolument... il faut mettre fin à cette représentation qui est délétère pour les personnes. On ne peut pas parler ouvertement et positivement de son orientation sexuelle. On ne peut pas parler positivement d'une consommation de produits. On parlait des soins pour les personnes qui sont en mésusage ou en perte de contrôle de leur consommation. Les services sont saturés. On parlait les listes d'attente pour avoir recours à des professionnels. Tout ça, c'est lié aussi au fait que les personnes attendent d'avoir des symptômes ou d'avoir des consommations qui deviennent problématiques pour consulter, tellement elles vont se sentir jugées et stigmatisées à la fois par leur représentation sexuelle et leur consommation de produits. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on ait des professionnels qui soient en capacité d'accueillir et d'accompagner de manière non jugeante les personnes. Ce que font les personnes de leur cul ou ce qu'elles consomment, ça ne les regarde pas. Si dans le regard d'une personne, lorsque vous venez appeler à l'aide parce que vous êtes en détresse, on vous regarde de la tête aux pieds en disant eh ben en plus vous rajoutez ça, enfin, mais c'est contre-productif. Donc il faut véritablement que tous les acteurs et actrices qui accompagnent et accueillent les personnes se rassemblent pour déconstruire évidemment je cherchais le terme, mais on va dire la situation. On parlait qu'on change le discours. Il faut absolument qu'on change le storytelling dans notre pays, qu'on arrête, et Jean-Luc le disait très bien, la prohibition, ça ne fonctionne pas. La loi de 70 est la seule réussite que ça représente, c'est l'échec total que ça représente, et que nous ayons une politique pragmatique. On n'empêchera pas les personnes de consommer. On sait qu'on est le pays où on consomme le plus de drogue en Europe. Il faut qu'on ait des réponses à la hauteur des enjeux. Et ce n'est pas en pointant du doigt les personnes qu'on arrivera à mettre en place des stratégies cohérentes. Une approche pragmatique, comme tu l'as dit, et puis peut-être aussi une approche où nous, de notre côté, un discours qu'on doit faire entendre le plus loin, le plus haut, le plus fort possible, qui dit que finalement, c'est ni bien ni mal. C'est un comportement humain, et on part d'une posture non jugeante et ensuite on intervient en fonction des besoins. Ce discours, il est quand même pas simple à faire passer. Il nécessite du temps de dérouler les discours. Quand on va dans les médias où on parle à certains politiques, on est auditionné, on a très peu de temps. Comment, selon toi, il faudrait agir, nous, pour faire passer ce qu'on dit depuis des années? Mais je pense que si on ne nous donne pas l'opportunité d'avoir la parole, il faut la prendre. Et que je pense qu'il est maintenant temps que toutes les acteurs et actrices engagés sur cette thématique prenions la parole, donnons un autre discours, une autre version de celle qui a la seule place dans les médias. Et que plus on fera de bruit, plus on s'unira pour apporter un autre regard, un autre discours, que l'on pourra progressivement faire changer les choses. Et comme le disait très justement Brigitte, on va avoir Darmanin qui va passer par un gauchiste par rapport à celui qu'on a maintenant. Donc il est plus que temps d'y aller. Je voudrais juste préciser quelque chose. On en a déjà discuté avec Jean-Luc. Nous ne partageons pas tout à fait la même position sur la dépénalisation, sur la légalisation. Pour autant, je suis évidemment contre toute stigmatisation. Évidemment, il faut prendre en charge, aider les consommateurs. Donc on peut avoir deux points de vue différents avec quand même le même but. Je crois que pour moi, effectivement, on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Je ne vais pas répéter exactement le même mot, mais si, après tout, je peux bien le dire. Néanmoins, tout ce qui est drogue et addiction, ça va au-delà de sa propre personne. Donc moi, c'est ma limite, mais je ne vais pas me justifier. Vous connaissez tout à fait mes convictions sur le sujet du chemsex. Donc voilà, je voulais préciser cela. Merci beaucoup. Puisque cette table ronde
arrive en fin de journée, que nous avons bientôt la conclusion. Je pense qu'il est temps de rendre hommage au projet ARPA et de réfléchir aussi à comment on pourrait continuer à travailler ensemble là-dessus. Et en fait, toutes les tables rondes, toutes les interventions, les vidéos qu'on a vues, qu'on a entendues aujourd'hui, la dernière table ronde, elle montre bien qu'en fait, tout seul, on n'y arrivera jamais et que c'est à plusieurs, en pluridisciplinarité, interdisciplinarité, en multipliant les positionnements, les rôles, qu'on arrivera à faire changer les choses. Et c'est vrai que c'était le principe du projet ARPA, d'associer Aide, la Fédération Addiction, au national, au local, pour créer ces synergies et proposer quelque chose de nouveau. Du coup, Laurent, la dernière question, puisque je vois que l'heure tourne. C'est quoi pour toi la plus-value de ce projet, et qu'est-ce que, comment le communautaire s'inscrit dans ce travail, et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer ou garder, conserver, amplifier? Alors, je dirais qu'avec ARPA, on a associé le meilleur des deux mondes. On a associé l'approche communautaire et notre savoir-faire communautaire comme un élément essentiel d'un parcours de soins. Et à ce titre, il est absolument indispensable que les accompagnateurs, accompagnatrices communautaires soient reconnus pour la plus-value qu'ils apportent. On en parlait tout à l'heure sur l'engorgement des services et sur la capacité à faciliter la parole, à pouvoir parler librement et sans jugement de ses consos, de ses pratiques. Et donc, en fait, ce sont des médiateurs absolument indispensables dans les parcours. Et on associe les professionnels du soin avec une approche bienveillante et communautaire. Et on se rend compte que ça nous permet de créer des espaces où on peut parler librement de ces pratiques avant que ces pratiques deviennent problématiques. Parce que les personnes qui ont des pratiques problématiques, elles sont déjà et elles saturent déjà les services hospitaliers. Donc en fait, c'est véritablement arriver à créer des bulles où, en complémentarité de l'offre existante, on arrive à accompagner les personnes, puisqu'on est pragmatique, on ne les empêchera pas de consommer. Mais par contre, on va essayer de faire en sorte que s'ils souhaitent consommer, ils puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, et en tout cas en essayant de garder le contrôle sur ces consommations. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour votre participation. Je regarde les deux chefs. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Eh bien, nous avons le temps pour des questions, et je vois que 3 questions. Donc, je vois que Fabrice a levé la main. Oui, bonjour, je suis Fabrice Pilorget, le directeur du plaidoyer de Aide. J'ai 2 questions extrêmement précises à vous poser. S'agissant d'un plan, enfin, le plan que porte le texte que vous avez déposé devant le Parlement, est-ce que vous avez une idée ou une pré-idée du chiffrage? C'est-à-dire, parce que demander de l'argent, enfin, demander un plan, il faut demander de l'argent en même temps, et il faut être précis, surtout en contexte. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu un minimum de travail de chiffrage, ne serait-ce qu'au doigt mouillé, mais dans vos échanges avec le ministère de la Santé? Et ma deuxième question, c'est que vous l'avez noté vous-même, l'extrême volatilité des ministres et des ministères depuis 4-5 ans, en tout cas au ministère de la Santé. Est-ce que, où vous en êtes dans les discussions avec la DGS? Puisque si on a des ministres qui partent, des cabinets qui s'envolent, on a une administration qui reste et qui poursuit le travail, bon an, mal an, et qui est plutôt une administration, on est tout le temps en train de s'engueuler avec eux, mais qui fait le travail quand même, enfin qui produit du travail. Donc, est-ce que vous avez eu des échanges récents avec le DGS, Grégory Emery, avec ses services, son adjointe à la prévention qui a quand même un certain... qui est une grande professionnelle. Merci pour cette question. Alors, je comprends que vous soyez un peu pressé, que les choses
avance, mais je crois que le temps politique, malheureusement, n'est pas le temps de la vraie vie, et je suis la première à le déplorer. Sur la question du chiffrage, eh bien là encore, on n'en est pas là. On n'a pas véritablement d'état des lieux de fait. On ne sait pas le nombre de personnes concernées, on ne connaît pratiquement rien du chemsex en fait. Donc il y a effectivement le rapport Benhamina, mais il n'est pas encore allé assez loin. Donc il est très difficile d'avoir une approche financière d'un sujet dont on ne connaît pas les contours. Pour la deuxième question, là encore, si vous voulez, effectivement, il y a les technocrates des ministères qui sont toujours là. Je vais être très simple et très sincère, non, je ne les ai pas approchés. Il y a aussi, plus localement, quand même, par exemple, les ARS. Et là, les réactions sont ARS différentes selon les ARS. Donc, tout ça, on est encore vraiment... c'est le premier pas qui est fait. Mais j'aimerais bien que le premier pas est fait. J'aimerais bien pouvoir lever l'autre pied et continuer. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Je suis vraiment désolée. Pour aller vraiment dans la suite de ce que dit Brigitte, bon, la DGS s'y intéresse, bien sûr, mais pour l'instant, les signes ne sont pas, en tout cas, suffisants pour que toutes les ARS se mobilisent. Mais par contre, et tu l'as bien dit, il y a des ARS qui, sur le terrain, voient la situation et avancent. Bon, je prendrai l'ARS Île-de-France qui travaille maintenant avec nous sur la question. Et je dis, ça a quand même été long pour qu'ils arrivent, mais ils sont arrivés. Tu pourrais, Laurent, nous dire à quel point, toi aussi, puisque je crois que dans le cadre du lounge, vous avez dû avoir 300 000 € de l'ARS, donc à Toulouse, ça bouge, et à Marseille aussi. Donc on voit bien, et ça va dans le sens de Brigitte, que selon les ARS, les choses sont quand même en train de bouger depuis 2 ans, mais qu'évidemment, elles bougeront définitivement que quand il y aura des ordres. Et au-delà du responsable de la DGS, je pense que quand même, ne jamais avoir de parole de ministre, hormis dans des rendez-vous et hormis une seule interview qui avait été faite à Tétu il y a 3 ou 4 ans qui posait la question à un ministre, ça pose un problème. Et que les choses avanceront qu'à partir de ce moment-là. C'est pour ça qu'on est les uns et les autres dans moi j'envoie toutes les semaines un mail ou un courrier à la nouvelle ministre en espérant qu'elle va arrêter de m'envoyer des AR en disant oui, j'ai bien reçu, on va vous répondre sur le fond, parce que je pense que c'est une question aujourd'hui qui est importante, et le fait qu'il y ait aussi la proposition de résolution qui avait été de Brigitte, qui avait été acceptée par Vautrin, ce serait peut-être bien qu'elle s'y mette, mais je pense qu'on a besoin qu'il y ait un signal au sommet aujourd'hui. Et je crois qu'il faut l'exiger, parce que ça ne peut pas être juste les ARS qui aident ponctuellement selon les situations des départements et des régions. Pardon. Oui, il faut une vraie stratégie de santé publique sur cette thématique-là. Et il faut que ça soit un signal fort qui soit donné par le gouvernement et qui soit décliné ensuite en région. C'est une nécessité absolue. Dernière question. Pas de questions. Pas de questions. Eh bien, il nous reste à remercier encore tout le monde.